Bonjour, je vous propose d'appliquer le raisonnement valeur qu'on a vu par ailleurs à un sujet pas simple, un vrai challenge. Il s'agit d'optimiser un processus d'embouteillage d'eau, donc processus industriel dans un domaine où la concurrence fait rage, où on a des industriels qui sont des acteurs mondiaux et des processus qui sont finalement très optimisés déjà et un produit très peu cher. Est-ce que nous allons pouvoir, grâce à notre raisonnement valeur, mettre en évidence des choses intéressantes sur l'amélioration de la valeur de l'embouteillage d'eau? Nous appliquons notre raisonnement à un exemple réel, une mission menée pour un industriel, de l'embouteillage d'eau. L'objectif donc de notre travail était de minimiser les ressources consommées dans un processus d'embouteillage d'eau qu'on voit décrit ici schématiquement, qui part de la source et des résines plastiques qui sont travaillées à l'intérieur de l'usine et puis transportées dans un entrepôt vendu et délivrées aux clients. L'industriel pour lequel nous travaillons s'occupe de la partie industrielle et du transport jusqu'au commerce de distribution et nous demande d'optimiser finalement les ressources consommées par ce processus. Comment allons-nous faire? Nous allons évidemment appliquer le raisonnement valeur, le raisonnement de création de valeur qu'on a présenté dans d'autres vidéos. Voyons ce que donne ce raisonnement sur ce processus industriel réel de l'embouteillage d'eau, qui est apparemment simple, plutôt développé un peu partout dans le monde avec des ressources énormes et des industriels très puissants, très expérimentés. Est-ce qu'on peut réellement optimiser encore l'embouteillage d'eau? C'est quand même un peu une gageure. Donc pour optimiser la création de valeur du processus d'embouteillage d'eau, comment allons-nous faire? Nous allons suivre la démarche valeur telle qu'on l'a présentée dans d'autres vidéos. Alors, la première question, bien entendu, c'est de se poser la question: à quoi ça sert? À quoi ça sert ce processus d'embouteillage d'eau? C'est assez simple. Il suffit de retracer l'ensemble des inputs et les outputs à la sortie et de voir que le processus sert à transformer de l'eau de source et puis également d'autres entrants, les granulés de plastique, en bouteilles d'eau. C'était intéressant de faire cette analyse, n'est-ce pas? À quoi sert le processus d'embouteillage d'eau? A priori à mettre de l'eau en bouteille, oui, en fait ça sert à transformer de l'eau de source et des granulés de plastique en bouteilles remplies d'eau. Ok? Une fois posée cette question-là, la deuxième étape du processus est de se demander, de reposer cette question de bon sens aux parties prenantes. Qui sont les parties prenantes du processus? Ce sont les gens ou en amont ou en aval, a priori en aval, les utilisateurs, auxquels on essaye de rendre service. On s'aperçoit que le processus génère des bouteilles d'eau, ces personnes. Qui est intéressé par les bouteilles d'eau? Eh bien, poursuivons le raisonnement. Pourquoi faire des bouteilles d'eau? À quoi ça sert la bouteille d'eau? Ça sert à désaltérer des gens qui ont soif et qui aimeraient bien disposer de l'eau de source. D'accord? Si vous voulez disposer d'eau d'ailleurs, ils utiliseraient probablement pas l'eau en bouteille. D'accord? Donc le processus d'embouteillage d'eau sert à transformer l'eau de source et les granulés en bouteilles d'eau pour désaltérer des gens qui ont soif, les utilisateurs qui ont soif. Deuxième catégorie d'utilisateurs qu'on avait mis en évidence dans le projet en question, l'eau en bouteille ne sert pas que à la boisson, mais aussi à la cuisine. Dans ce cas particulier, l'eau de distribution est de tellement mauvaise qualité sur la zone ciblée par le fabricant de bouteilles d'eau que les ménagères utilisent de l'eau de source pour faire la cuisine, vendue en bouteille d'eau. Donc on voit qu'on a finalement une réponse pas si évidente. La bouteille d'eau sert à boire, aussi à faire la cuisine dans un cas particulier. Ça méritait de
poser la question aux parties prenantes directement. Ces questions-là vont nous permettre de ensuite répondre à la troisième question. Est-ce qu'on peut changer quelque chose, soit dans le besoin, peut-être, soit dans la solution qu'on va apporter, soit dans le processus d'embouteillage d'eau pour répondre aux besoins des parties prenantes? Eh bien, le raisonnement peut être posé de façon générique, comme ça. Comment est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut challenger le fait que l'eau vienne d'une source? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut challenger le fait que les entrants granules de plastique peuvent venir d'ailleurs? Oui, peut-être. On peut challenger le fait que ce soit une bouteille en plastique. Et puis on peut challenger éventuellement les besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'eau en bouteille, enfin d'eau de source? Est-ce qu'on a besoin vraiment d'eau de source pour la cuisine? Et on peut challenger la façon dont le service sera rendu entre les deux. C'est l'objectif de cette démarche. Est-ce qu'on peut optimiser les bouteilles d'eau? À nouveau, la question est un petit peu saugrenue. Si c'était possible, ce serait probablement fait depuis longtemps. Voyons ce que donne notre raisonnement en appliquant la question de l'utilité, de à quoi ça sert, aux ressources qui sont intégrées dans la fabrication, dans le processus d'embouteillage d'eau. Alors, les ressources vont servir à répondre à des besoins. On a vu que la bouteille d'eau et le processus global répond à des besoins. Voyons si les ressources participent bien de ce besoin. Première ressource mise en œuvre dans la bouteille d'eau, qui finalement est assez importante pour rendre le service, c'est l'eau. L'eau sert à quoi? À boire, bien entendu. Donc là, on a évidemment une ressource particulièrement importante pour rendre le service de désaltérer quelqu'un. Finalement, les utilisateurs achètent des bouteilles d'eau pour l'eau. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le prix de l'eau dans le prix de revient de l'embouteillage d'eau est tout à fait accessoire. Au pire, on arrive à 5 à 10% du prix de revient de la bouteille d'eau dans le magasin relative à l'eau. L'eau ne coûte quasiment rien. Et dans le projet que nous avions mené pour l'industriel en question, l'eau ne coûtait à rien. La concession de la source, donc l'eau fournie par la montagne, était gratuite. On reviendra peut-être d'ailleurs sur ce point-là. Pourquoi une communauté, une zone offrirait-elle à un industriel une ressource gratuitement? Peut-être qu'elle a quelque chose à en tirer, quelque chose d'autre. Toujours est-il que dans le prix de revient de la bouteille d'eau, l'eau ne représente qu'une infime partie du prix de revient. C'est pourtant, a priori, une partie bien utile. Les autres ressources comme le plastique, qui représente une énorme partie du prix de revient de l'ensemble de la bouteille d'eau et du processus, puisqu'il faut en plus fondre et mettre en forme le plastique. Donc on voit qu'on est sur une usine où il y a de la plasturgie. En réalité, c'est une usine de plasturgie, de fabrication de bouteilles en plastique. Le plastique représente une part considérable du prix de revient de l'embouteillage d'eau. À quoi sert-il? Il ne sert pas à boire, on ne boit pas le plastique puisque à la fin le plastique est jeté. Donc maintenant, est-ce qu'on peut enlever le plastique et quand même boire? Effectivement non, on se rend compte que à ce moment-là, et en posant la question aux parties prenantes, est-ce que vous avez besoin du plastique? Et ils vous diront, j'ai besoin du plastique pour pouvoir transporter l'eau. Qui sinon devra être transporté en pipeline, en tuyau, et on revient à l'eau de distribution. Non, là on est dans un principe où on va transporter l'eau dans un contenant qui permet de la protéger pendant le transport. Ok? Donc le plastique n'est pas là pour satisfaire le besoin de boisson, il est indirectement là pour ça, il est d'abord là pour protéger l'eau pendant le transport. Ok? Autre ressource consommée dans l'embouteillage d'eau, c'est l'emballage secondaire, les films, etc., ou cartons d'ailleurs, qui sont autour des bouteilles d'eau pour leur livraison. Le client qui achète de l'eau achète du plastique pour emballer chaque dose d'eau et achète 6 bouteilles d'eau dans un pack filmé. Même chose, l'emballage sert à ce moment-là à nouveau au transport,
D'ailleurs, il sert au transport non pas d'une dose d'eau, mais de 6 doses d'1,5 litre d'eau. Donc le plastique sert à transporter 1,5 litre d'eau, l'emballage autour sert à transporter 6 fois 1,5 litre d'eau entre le magasin et le lieu de consommation. La palette, même chose, est une autre ressource consommée dans le process, sert aussi évidemment au transport, et on se rend bien compte qu'elle sert non pas à transporter 6 bouteilles d'eau, mais X fois 6 bouteilles d'eau emballées secondaires, etc. Le camion, même chose, sert à transporter toute une cargaison de palettes de emballage de 6 bouteilles de plastique. On voit qu'en fait l'ensemble de ces ressources sert à la même chose, à mettre à disposition au lieu de distribution au moins, voire de consommation, l'eau que le client voudra utiliser pour se désaltérer. L'étiquette, à quoi sert-elle? Alors elle coûte pas très cher, mais elle ne sert évidemment pas à boire. On ne boit pas l'étiquette, c'est clair. Elle ne sert pas non plus au transport. À quoi sert-elle? Elle sert à permettre au client de repérer dans le linéaire du grand magasin l'eau qu'il voudrait consommer. L'eau n'ayant pas son origine inscrite dessus, il faut bien inscrire sur le contenant d'où vient l'eau, quelles sont ses caractéristiques minérales, à quel type de normes est-ce qu'elle répond, qui est son fabricant, puisqu'il y a une image accrochée au fabricant. Donc on voit que l'étiquette a complètement une autre vocation, sert à l'utilisateur, mais au moment de l'achat, pas au moment de la consommation de l'eau. La question se pose, on a parlé du plastique, il y a un petit bout de plastique au-dessus là, dans le bouchon, et en dessous du bouchon, pour accrocher le bouchon au corps de la bouteille. À quoi sert le bouchon? À nouveau, le bouchon ne sert pas à boire. La preuve, c'est qu'il faut l'enlever pour pouvoir boire l'eau. Donc le bouchon ne sert pas à boire. Il sert pendant le transport, oui. Mais il est beaucoup plus compliqué techniquement, et d'ailleurs beaucoup plus coûteux, puisque ça représente presque 10% du prix de revient du corps du prix de revient complet de la bouteille, hein, le bouchon en plastique bleu et le pas de vis en plastique renforcé en dessous, coûte 10% du prix de revient de l'ensemble de la bouteille d'eau. Il sert évidemment quand on transporte, mais on aurait pu fermer le corps directement, et pendant le transport ça marche très bien. On a besoin d'un bouchon parce qu'on veut ouvrir le contenant après le transport pour la consommation, et puis on a besoin d'un bouchon dans ce cas particulier pour refermer le contenant entre deux utilisations. On voit donc que l'utilité du bouchon, est là à la fois pour permettre au client de se désaltérer avec l'eau qu'on lui a vendue, mais aussi entre deux utilisations de pouvoir transporter la dose d'eau jusqu'à une prochaine utilisation. On voit que cette question à quoi ça sert posée sur les différents éléments de ressources nous amène à comprendre des choses un petit peu plus précises sur la conception de la solution embouteillage d'eau par rapport au processus d'utilisation. On a plusieurs étapes d'utilisation du côté des besoins pour pouvoir finalement boire. Il va falloir choisir l'eau, après l'avoir transportée, la choisir pour pouvoir la boire, avant de la boire, ouvrir le contenant, et puis après avoir bu une dose et se balader, refermer le contenant jusqu'à une prochaine utilisation. Autre question, pourquoi avons-nous autant de plastique? Il y a une quinzaine de grammes de plastique dans l'ensemble de la bouteille, avec en plus un bouchon. Pourquoi avons-nous besoin d'autant de plastique? Est-ce qu'on a besoin de ces 15 grammes de plastique, de toute cette épaisseur de plastique, pour transporter de l'eau? En réalité, on se rend compte, et tout le monde connaît les bouteilles low cost en plastique, desquelles le fabricant économe à retirer de l'épaisseur de plastique pour que ça coûte moins cher, jusqu'au moment où ces bouteilles s'écrasent quand on les prend en main, voire ne tiennent pas debout sur la table. Donc on voit bien que une épaisseur du plastique sert à contenir l'eau, mais qu'elle a été renforcée et complétée jusqu'à une quinzaine de grammes de plastique pour permettre de verser l'eau dans un contenant. D'accord? Donc là, on a, et d'ailleurs les bouteilles les plus légères vont jusqu'à 12 grammes. Donc on voit qu'on a 3 grammes, 12 grammes pour tenir l'eau, pour contenir l'eau, et 3 grammes pour la renforcer et tenir sur la table. Donc la question de
Les ressources servent-elles à répondre aux besoins auxquels répond l'ensemble de la solution? On se rend bien compte que la première utilité, c'est l'eau, est remplie par l'eau, qui coûte quasiment rien. La deuxième utilité, c'est de disposer de l'eau dont on souhaite, avec les qualités dont on souhaite. Il se trouve que cette eau se trouve pas à l'endroit de consommation, donc que le transport est une deuxième ressource qui est très utile directement au consommateur. Le consommateur veut de l'eau qui coûte pas grand-chose, et il veut l'eau de la source qui lui plaît, et il faudra bien lui amener. Donc le coût du transport est finalement très intéressant. On s'aperçoit ensuite que le coût majeur, qui est le plastique, est évidemment utile au transport, mais pour transporter de l'eau, on n'a pas besoin d'une bouteille de plastique. C'est pour la livrer en une dose qui va correspondre à la dose qu'emporte le client au lieu de consommation. Et on voit bien que le bouchon sert ensuite à faire qu'on lui a livré une bouteille d'1,5 litre alors qu'il en voulait un verre. Et qu'entre deux, on veut protéger. On a rajouté de l'emballage parce que pour lui vendre une bouteille de 1,5 litre avec 6 verres dedans, eh bien on lui a vendu 6 bouteilles d'eau de façon à ce qu'il ne fasse pas 6 fois le voyage. L'emballage secondaire sert à véhiculer les 6 doses d'1,5 litre d'eau du magasin jusque chez lui. Vous voyez qu'on comprend en fait finalement mieux l'utilité relative des ressources intégrées dans la bouteille d'eau. Et donc dans l'embouteillage d'eau, puisque l'embouteillage d'eau, on a rempli une bouteille qui est fabriquée de plastique, qu'on a emballé, qu'on a mise en palette et transportée en camion. Où cela nous mène-t-il? Eh bien, on pourrait, à partir de ce constat et de cette compréhension de l'utilité des ressources par rapport à l'utilité du produit complet, on se pose la question de comment on pourrait faire autrement pour rendre ces services. Donc, comment faire autrement pour concevoir une solution qui permette de rendre les services utiles aux utilisateurs et aux autres parties prenantes. D'ailleurs, les services qu'on a mis en évidence dans les ressources consommées par le processus d'embouteillage d'eau. Comment faire pour imaginer d'autres solutions? Eh bien, voyons quelle est la première utilité de la bouteille d'eau et de l'embouteillage d'eau, c'est de répondre aux besoins de désaltérer des clients. Comment pourrait-on faire autrement pour désaltérer des clients que de leur livrer des bouteilles en plastique de 15 grammes avec 1,5 litre d'eau emballée, etc. Eh bien, on peut, et c'est un peu une évidence, les évidences valent toujours la peine d'être rappelées, que finalement la première alternative à la bouteille d'eau en plastique, c'est la filtration de l'eau de distribution. L'eau de distribution est amenée, transportée pour pas cher, et livrée chez le consommateur au lieu de consommation. Il suffirait d'y ajouter de quoi lui donner l'eau qu'il a envie de boire, c'est-à-dire un système de filtration de traitement d'eau. Et évidemment, ces solutions existent aujourd'hui. C'est le premier concurrent de la bouteille d'eau en plastique, qui d'ailleurs est très séduisant pour beaucoup, parce qu'on peut, d'une part, enlever de l'eau de distribution les molécules et les minéraux qui lui donnent un goût pas agréable, donc donner un goût agréable à l'eau en enlevant ce qui est désagréable. C'est les systèmes de filtration classiques. Il y a aussi de plus en plus de systèmes qui proposent d'ajouter à l'eau de distribution ce qui y manque. Par exemple, des minéraux. Il y a des principes qui permettent de le faire. Certains vont jusqu'à rajouter de l'énergie qui va bien à dynamiser l'eau de distribution jusqu'à ce qu'elle ressemble à l'eau de source. D'accord? Donc c'est une alternative évidemment complètement différente et qui suppose de changer de métier. Des vendeurs de systèmes de traitement d'eau sont dans un métier complètement différent des fabricants d'eau en bouteille. Ceci dit, ils répondent aux mêmes besoins. Donc c'est intéressant de connaître cette alternative, cette concurrence. Deuxième besoin, le besoin de transport. On a vu que un des moyens, c'est de transporter avec une bouteille en plastique emballée sur une palette sur un camion. On voit dans le système de filtration que on pourrait tout à fait faire autrement, c'est amener l'eau dans un tuyau, ou on pourrait l'amener dans un camion citerne, et puis etc.
Quel est le besoin finalement de l'utilisateur? C'est de boire l'eau qu'il voudrait, et finalement l'eau de source, c'est une bonne solution, et en plus on a vu qu'elle était pas chère, hein, d'accord? Comment on fait pour lui transporter? Quel est son vrai besoin? Est-ce qu'il est bien rempli par la bouteille d'eau? Est-ce que les gens veulent aller au supermarché transporter un pack de 6 bouteilles d'eau d'1,5 litre? Le besoin, ce serait, et pourquoi pas le vendre et le proposer, de livrer avec un charmant sourire le pack de bouteilles d'eau directement à l'endroit de consommation. Il y a un service à rendre qui est mal rendu par la bouteille d'eau toute seule livrée en hypermarché. Aujourd'hui, on voit la naissance des systèmes de drive-in où les gens vont plus aller dans le magasin pour choisir la bouteille d'eau à amener dans leur coffre. On a fait une partie du chemin. Il y a des systèmes de livraison, par exemple dans les bureaux, de livraison de bonbonnes d'eau. D'accord? On ne va pas chercher sa bonbonne d'eau au magasin. Le vendeur de bonbonnes d'eau, de grosses bouteilles, vous l'amène. Donc le principe existe. Il paraît tout à fait intéressant d'imaginer, et on voit bien qu'on amène de la valeur au client. On lui rend un meilleur service. Peut-être ça coûte plus cher. En tout cas, on pourra peut-être lui vendre. Autre point important, qui est un désagrément finalement, dont on n'a pas parlé tout à l'heure dans les utilités, c'est qu'on se rend bien compte que le plastique, une fois l'eau bu, le plastique reste, et que un des besoins qu'exprime un certain nombre de consommateurs, ce serait de respecter mieux la planète. Il y a un vrai service à rendre dans le fait de faciliter aux consommateurs le fait de respecter la planète en lui donnant pas des rebuts qu'il va devoir jeter dans la nature. Donc un des principes possibles pour répondre à ce besoin-là, c'est de mettre en place et de participer au système de recyclage, de participer à des systèmes de conception de bouteilles d'eau où il y a moins de plastique pour en jeter moins, de mettre en place des systèmes de récupération du plastique usagé, et d'ailleurs peut-être pas que des bouteilles d'eau, mais du plastique usagé qui peut servir à une deuxième vie une fois refondu avec d'autres bouteilles d'eau. Il peut être réintégré dans le processus, ou bien il peut servir, d'ailleurs ça se fait pas mal, on peut les intégrer dans les systèmes de recyclage et d'incinération, de façon à au moins récupérer l'énergie qui est encore présente dans les molécules de plastique. Donc on voit bien qu'il y a un autre service à rendre, un troisième service à rendre, polluer moins, respecter mieux la planète en récupérant ce qui est perdu dans le plastique de la bouteille une fois consommée. Troisième besoin qu'on avait noté, une fois qu'on a l'eau dans un contenant, il faut pouvoir la verser. Est-ce que le besoin finalement de l'utilisateur est de détenir une bouteille d'eau? On a vu que dans l'eau de boisson, il a besoin d'un verre d'eau. On pourrait tout à fait lui vendre un verre d'eau. Le besoin serait mieux rempli. On voit ici le cas du vin. Ça pourrait fonctionner pour la bouteille, mais dans le vin, c'est encore plus explicite. Ce que cherche finalement l'utilisateur éventuellement, il peut acheter une bouteille de vin ou il peut acheter un verre de vin, qu'il a un verre de vin en plastique, auquel on a pu, dans ce cas-là, donner une forme qui répond mieux à l'envie, au souhait, à l'imaginaire, à l'image que le client peut se faire de la consommation. Pourquoi pas vendre des verres d'eau? Ça existe. On observe d'ailleurs qu'à partir du moment où on a livré non pas une bouteille avec plusieurs doses et un bouchon en plastique sur un pas de vis, une fois qu'on a une dose de vin ou d'eau, on a spontanément mis en place, comme d'ailleurs sur d'autres produits qu'on consomme en une fois, par exemple les pots de yaourt, un opercule et pas un bouchon. La différence de coût est absolument manifeste. Il y a un prix de revient qui varie entre 5 et 10 fois moins cher à l'opercule par rapport à tout ce qui est nécessaire pour faire un bouchon refermable. On voit bien que le besoin il va être de fermer le contenant, de permettre de libérer le liquide pour le boire, et puis comme on n'a plus besoin de refermer, on n'a pas besoin de toute la matière et tout le processus nécessaire à refermer. L'opercule suffit pour le contenant où on utilise le liquide en une seule fois. Vous vous rappelez peut-être que nous parlons là de l'eau de boisson. L'utilisateur va boire un verre d'eau.
sur le contenu de la bouteille, donc il va devoir refermer entre deux utilisations. Vous vous rappelez peut-être que nous avons également un autre marché qui était l'eau de cuisson. L'eau de cuisson mobilise, par exemple pour faire cuire les pâtes du déjeuner ou le riz ou Dieu sait quoi, il faut remplir une casserole d'eau et non pas un verre. Donc la ménagère qui a sa bouteille d'1,5 litre d'eau à disposition va ouvrir le bouchon, verser tout le contenu de la bouteille dans la casserole et jeter tout le reste. Le bouchon n'est jamais refermé quand on utilise toute la bouteille. Vous voyez que ce principe d'opercule qui suffit au verre de vin qui contient une dose est tout à fait transposable à la bouteille d'1 litre ou 1,5 litre dont le contenu sera directement utilisé complètement. On n'a pas besoin de mettre un bouchon refermable quand on verse toute l'eau d'un coup. Donc si vous concevez un produit spécifique pour le marché de l'eau de cuisson, on n'aurait pas besoin de dépenser les à peu près 10% de bouchons. On pourrait mettre infiniment moins de ressources. Vous observerez d'ailleurs, comme moi, que certaines bouteilles de lait, je ne l'ai pas vu sur les bouteilles d'eau, mais certaines bouteilles de lait, la plupart d'ailleurs, sont conçues comme ça, et même elles sont conçues bêtement, puisqu'en réalité on vous vend une bouteille de lait en plastique du même type que la bouteille d'eau, avec un bouchon refermable et un opercule sous le bouchon. La raison est que, en fait, l'opercule est beaucoup plus efficace que le bouchon sur la bouteille de lait, que si on mettait que le bouchon qui vous vendent avec la bouteille, il y aurait plein de fuites. Donc pour éviter les fuites d'eau pendant le transport jusque chez le client, on met un opercule et on rajoute un bouchon par-dessus pour vous permettre de refermer une fois enlevé l'opercule entre deux utilisations. Ce qui est pas bête, mais on paye deux fois. C'est-à-dire qu'à cause des défauts du bouchon, on rajoute un opercule. Et à cause de la limite de l'opercule qui ne peut fermer qu'une seule fois, et pas refermer, on rajoute un bouchon. Le truc est évident, donc il faut un opercule et un bouchon sur la bouteille de lait. Petite remarque, pourquoi quand on vous vend 6 bouteilles de lait, y a-t-il 6 bouchons? Parce qu'il y a besoin d'un bouchon pour chaque bouteille. Et vous en ouvrez combien en même temps? Si on ouvre une bouteille de lait sur les 6 pour consommer le lait qu'il y a dedans, on a besoin d'un bouchon. C'est-à-dire on enlève l'opercule et on met un bouchon. Les 5 autres bouteilles restent fermées par l'opercule. Pourquoi on a laissé le bouchon dessus? Vous voyez, où nous mène ce raisonnement? Finalement, le bon sens permet de mettre en évidence que les solutions peuvent être beaucoup plus simples que ce qu'on imagine. Autre solution finalement plus simple. Si on ne devait pas se préoccuper justement, si on est dans cette situation où on doit transporter une dose d'eau, 1,5 litre d'eau, ou 1 litre, 1,5 litre d'eau, jusqu'à l'endroit où on va le consommer, par exemple pour le mettre dans la casserole. On a conclu qu'éventuellement le bouchon peut être remplacé par un opercule. Mais si je dois juste transporter de l'eau jusqu'au lieu d'utilisation et la verser dans une casserole, est-ce que la solution la plus simple est la bouteille d'eau même avec un opercule? Elle ne devra jamais tenir sur la table, je vais la verser directement dans la casserole. Qu'est-ce qui suffit? Eh ben ça existe. Pas dans nos pays, mais ça existe dans d'autres pays qui sont soucieux de l'économie et du prix du contenant et qui finalement se sont rendus compte qu'il suffit d'une poche d'eau en plastique pour transporter la dose d'eau qu'on va utiliser. Il n'y a pas besoin de bouchon, on va juste la déchirer et la verser dans une casserole. Alors évidemment pour l'eau de boisson c'est moins bien. Une fois que vous avez percé la poche d'eau pour remplir un verre, vous vous retrouvez avec votre poche d'eau dans la main. Elle ne tiendra pas debout sur la table, ce qui est l'immense avantage de la bouteille d'eau en plastique, qui tient debout sur la table une fois ouverte. Maintenant, si on vous a vendu une poche d'eau, dont vous avez pris l'équivalent d'un verre d'eau, et qu'il en reste dans la poche, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde le sait, et tout le monde le fait. Je dois transporter du liquide dans quelque chose qui ne tient pas debout, je vais le mettre dans une carafe. Tout le monde en a chez soi. Vous voyez que finalement, donc, le besoin de transporter l'eau de la source jusqu'au lieu de consommation peut être résolu, rempli complètement par une solution infiniment plus simple.
Il y a 3 grammes de plastique dans cette poche d'eau contre 15 dans la bouteille d'eau. La différence, c'est que la bouteille d'eau tient debout toute seule une fois ouverte. Si vous videz toute la poche d'eau d'un coup, vous n'avez jamais besoin de la bouteille. Si vous devez récupérer l'eau pour la servir plus tard une deuxième fois, alors peut-être mettez une bouteille d'eau en plastique et 5 poches. Ou bien livrez 6 poches et proposez à l'utilisateur d'utiliser une carafe. Et éventuellement, amenez-lui la poche d'eau avec le sourire dans un carton, ça marche très bien. Dernier besoin auquel on n'a pas encore répondu, c'était celui du linéaire. Finalement, on se rend compte que pour répondre au besoin de pouvoir repérer en linéaire l'eau qu'on cherche, on n'avait consommé pas grand-chose qui était l'étiquette. On peut tout à fait consommer pas grand-chose qui est l'équivalent d'une étiquette. Et même dans ce cas-là, l'imprimer. Pourquoi a-t-on rajouté une étiquette en papier sur la bouteille d'eau en plastique? C'est parce qu'on n'arrive pas à imprimer sur la bouteille d'eau. Si on livre l'eau en poche, elles sont fabriquées à plat, imprimées à plat, et puis remplies en volume. Donc on voit que finalement notre solution de poche d'eau permet de répondre à l'ensemble des besoins couverts par la solution bouteille d'eau en plastique avec des moyens beaucoup plus simples et des variantes selon les segments d'utilisation. Il s'agit, à travers ce raisonnement-là, la première question qui est à quoi ça sert, le principe en second qui est de réfléchir à quoi ça sert le produit et les ressources avec les parties prenantes, et la troisième étape qui est de vérifier comment on peut proposer d'autres solutions, changer quoi à la solution pour remplir les différents besoins. On crée plus de valeur, à la fois avec la possibilité de rendre mieux les services et à la fois la possibilité d'utiliser moins de ressources. D'accord ? Nous pouvons convenir que finalement, Saint-Exupéry avait tout à fait raison et cette citation finalement reprend l'essentiel du message du raisonnement valeur. Il semble que la perfection soit atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retrancher. Merci Saint-Exupéry d'avoir décrit le raisonnement valeur il y a 50 ans.